Ah oui, ça. Oh, il croit. Tu vois? Comment tu peux aimer une app? Ok, on est parti. Donc, je vais me présenter. Albert Gondor, c'est Jardin d'Albert. C'est quoi, c'est recommandé? Horticulture avec un degré en biologie et horticulture, si j'ai bien compris, et 30 ans d'expérience dans l'horticulture. Donc, c'est vraiment un grand plaisir que vous allez venir aujourd'hui. On a des étudiants de HSC, mais aussi de Polytechnique qui sont venus pour apprendre sur le projet de 2040. Et peut-être vous allez présenter vos idées et expériences et après on je suis désolé de répondre à toutes Super. questions. Merci beaucoup pour votre invitation. Et bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. C'est toujours très sympathique et stimulant de voir des jeunes comme vous qui se passionnent pour la végétation, pour les plantes et qui veulent changer le monde. Enfin, j'espère. J'imagine que c'est votre plan de carrière, changer le monde. Vous l'améliorer à tout le moins. Alors, je vous explique rapidement dans quel cadre ce projet a été présenté. D'abord, il y a une exposition qui a lieu actuellement à la Biosphère. Je pense que vous en êtes toutes et tous conscients. C'est une exposition qui vise à requalifier certaines infrastructures montréalaises avec cette optique qu'on pourrait leur donner une nouvelle vie d'ici quelques décennies. Dans quelques décennies, donc, on pourrait faire complètement autre chose avec ces infrastructures. Et une quinzaine de bureaux d'architectes, d'architectes paysagistes également, et d'ingénieurs, d'urbanistes ont été mis en contribution pour faire des propositions. Et avec mon équipe, qui est composée donc d'horticulteurs, de biologistes, d'architectes paysagistes, d'architectes également, d'urbanistes aussi. Donc Malaka Akawi, notamment, qui est urbaniste, qui est architecte paysagiste. Philippe Lupien aussi, qui est architecte et architecte paysagiste. Bertrand Dumont, qui est horticulteur. Et moi-même, qui est biologiste et horticulteur. Donc, nous avons fait cette proposition qui vise essentiellement à requalifier, donc à redonner vie à l'autoroute métropolitaine. Donc, la portion qui est située essentiellement entre le boulevard Saint-Laurent et le boulevard Pie-Neuf. Donc, c'est la portion qui est suspendue, qui est au-dessus de la terre. Et vous le savez, cette portion-là va être reconstruite. Moi, je trouverais ça particulièrement déplorable, triste, que cette voie routière soit reconstruite de façon identique. Ça m'apparaît être, enfin, je cherche les mots, je cherche les qualificatifs, absurde, peut-être même carrément imbécile. Je pense que ça n'a aucun sens de refaire cette voie à l'identique. Donc, notre proposition est d'enfouir les voies de circulation sous le sol et de conserver le tablier en état. On va d'ailleurs mettre près de 30 millions de dollars dans les prochaines années pour en faire la réfection, avant de le démolir et définitivement de le reconstruire, ce qui n'a aucun sens, là. Alors, pourquoi pas tout simplement rénover et y installer un verger, un potager. Il faut vous dire qu'à une certaine époque, les terres qui sont situées là où est actuellement la métropolitaine, c'était des terres agricoles. Donc, notre objectif est finalement de recréer ce grand verger, ce grand potager qui existait déjà à cette époque. Notre projet, donc, non seulement intégrerait des cultures de végétaux comestibles et autres aussi, je vais vous en parler plus en détail, mais pourrait également permettre le passage des cyclistes. Il pourrait y avoir également le passage des piétons aussi, serait accessible donc nécessairement aux cyclistes, aux piétons, mais il pourrait y avoir également un monorail, parce que la voie elle-même, la portion suspendue, fait 3 km de long. Donc, c'est assez imposant. C'est aussi grand que la fameuse High Line à New York. Donc, un monorail, par exemple, léger, évidemment, pourrait permettre de trimballer des gens d'une extrémité à l'autre du tablier. Et pourrait peut-être éventuellement même sortir du tablier, se rendre. Je pense qu'il pourrait y avoir une connexion très intéressante à faire, pourrait se rendre donc jusqu'au stade olympique, au jardin botanique, pourrait même descendre au centre-ville. Les accès est-ouest sur l'île de Montréal sont assez bien
sont assez bien faits, mais les accès, les routes nord-sud le sont moins. Alors, il y a un projet là, notamment de réseau de transport sur P9. Alors, peut-être qu'il pourrait être ajusté de façon à ce qu'on puisse y retrouver ce fameux monorail qu'on propose. Donc, notre but est de faire de ce lieu un vaste jardin. Donc, on retrouvera des plantes potagères, des cultures, évidemment. On a cette prétention de créer le plus grand potager, le plus grand verger potager suspendu au monde, qui pourrait donc faire 3 km de long et on pourrait y cultiver toutes sortes de denrées, fines herbes, fruits, légumes, également des fleurs comestibles. Il pourrait même y avoir, donc, sur le tablier, de l'élevage d'animaux. Évidemment, ça peut susciter certaines controverses, donc, évidemment, on pourrait se restreindre à l'élevage d'animaux pour le lait, notamment des chèvres, qui sont parfaitement adaptées aux hauteurs. Hein. Les chèvres aiment bien même grimper dans les arbres, carrément. On en voit, par exemple, si vous êtes allé dans le nord de l'Afrique, vous avez pu constater que les chèvres vivent dans les arganiers, carrément. Et des poules aussi, notamment, qui pourraient donc avoir suffisamment d'espace pour se déplacer et brouter. Évidemment, l'élevage d'animaux pour la consommation, directement là, pour la consommation de viande, on n'est pas allé sur ce terrain-là, on s'en est tenu à donc, l'élevage d'animaux pour la production d'œufs et de lait. On pourrait peut-être éventuellement, même sous le tablier, comme il n'y a pas de lumière, donc installer des fermes aquaponiques, des fermes donc, pour l'élevage de poissons, des fermes d'insectes et la culture de plantes ou de végétaux autres qui ne nécessitent pas de lumière ou qui peuvent être éclairés avec des systèmes d'éclairage artificiel. La culture de champignons aussi pourrait être possible, l'algoculture également, la culture d'algues pourrait être possible. Donc, ce sont toutes des avenues qu'on a explorées dans notre proposition. Et on estime que si le tablier lui-même était couvert donc d'arbres et d'arbustes fruitiers et de légumes, parce que vous pouvez avoir des plantations étagées, donc où on a des arbres, des arbustes et des végétaux herbacés à la base, et créer un espèce d'écosystème. Donc, ça tient un peu les principes de la permaculture, de l'agriculture bio-intensive. Et comme tout ça est fait en pleine terre, bien, on peut se permettre aussi d'avoir des certifications bio. Vous savez que pour faire du bio, il faut avoir du sol, et c'est essentiel. On ne peut pas certifier des cultures hydroponiques, aéroponiques, bio. C'est impossible de le faire pour l'instant. C'est tout à fait compréhensible. Le sol étant vivant, il y a plein de micro-organismes qui contribuent au fonctionnement et au développement des plantes. Donc, le verger potager qu'on pourrait créer sur la métropoline pourrait produire, on a fait quelques estimations, on pourrait produire quelques 2 millions de pommes, de prunes, de cerises et de poires chaque année. Ce qui est assez impressionnant. Donc, on pourrait nourrir une partie de la population montréalaise. Et pourquoi créer donc un potager? Là, vous avez une illustration qui est assez parlante, qui est assez probante. Vous voyez, donc le tablier pourrait être complètement occupé par la végétation avec un mince espace pour la circulation des piétons, des cyclistes et ce fameux monorail, quelques accès par ascenseur, mais également par les rampes qui existent actuellement, les rampes d'accès, de sortie et d'entrée. Et sous le tablier, donc vous le voyez très bien, la culture des champignons notamment, de l'aquaponie, de l'aquaculture, alors toutes sortes de méthodes de culture qui peuvent se faire donc, sous plafond, littéralement. Donc, pourquoi créer un potager en plein cœur d'une ville, alors que la bouffe ne manque pas dans les centres d'achat, dans les supermarchés? Pourquoi? Bien, actuellement, d'abord, il faut vous dire une chose, c'est que plus de 800 millions, donc près d'1 milliard de personnes sur la Terre font de l'agriculture urbaine, cultivent des légumes en plein cœur des villes. Pourquoi? Parce que la nourriture provient de plus en plus loin. Les villes s'agrandissent, c'est le cas de Montréal. Je vous rappelle que Montréal a doublé en termes de population et presque doublé aussi en termes d'espace occupé par la grande région de Montréal depuis quelques décennies, alors depuis le 20e siècle. Alors vous avez donc une agriculture périurbaine et régionale et nationale qui recule sans arrêt. Et nous faisons venir la nourriture de plus en plus loin pour nourrir les villes. Un exemple très concret, une assiette canadienne moyenne, typique, est composée d'aliments qui proviennent d'une distance de 3000 km. Alors, chaque jour, ce que vous mangez a donc circulé, a été transporté sur des kilomètres et des kilomètres.
Donc, le fait de faire de l'agriculture urbaine, ça nous permet de produire une nourriture locale. Donc, moins d'effets de serre, de gaz à effet de serre produits par le transport, une nourriture plus saine qui se conserve, enfin, pas à se conserver puisqu'elle sera mangée rapidement. Il y a aussi le gaspillage alimentaire qui est extrêmement important actuellement. Les chiffres de la FAO sont effarants. On estime qu'il y a 45 de tous les fruits et légumes qui sont produits sur cette planète qui ne sont jamais mangés. C'est incroyable, inconcevable. 45 donc c'est presque un légume sur deux, un fruit sur deux qui ne sont jamais mangés. Pourquoi? Ils sont perdus lors de la récolte, au champ. Ils sont perdus surtout dans le transport et l'entreposage. Et ils sont perdus au supermarché, dans les marchés aussi. Et chez nous, on a notre responsabilité aussi. Évidemment, on perd quelques légumes, quelques fruits, faute de les avoir bien conservés, ou encore parfois parce qu'on les oublie dans le fond du frigo. C'est mon cas. Ça m'arrive à l'occasion. Je fais des efforts pour diminuer mon empreinte, pour diminuer le gaspillage, mais ça nous arrive quand même à l'occasion. Donc, le fait de cultiver des légumes, des fruits au cœur d'une ville comme ça nous permet d'éviter le gaspillage. Ou en fait, ça diminue de façon importante le gaspillage. On pourrait réduire le gaspillage en termes de tonnes. C'est vraiment effarant là, tout le gaspillage qu'on pourrait éliminer de cette façon-là. Et vous avez accès à une nourriture de qualité locale, bio, évidemment. Et la nourriture produite en ville est très saine. Beaucoup d'études, notamment des études qui ont été faites en Allemagne, M. Ziegler, qui ont été faites en Allemagne dans votre lieu de naissance, et des études qui ont été faites aussi aux États-Unis, en Angleterre, démontrent que les légumes qui sont produits en ville sont de très bonne qualité, comparables à celles qu'on fait à la campagne. En fait, il y a peu de pesticides ou pas du tout de résidus de pesticides dans ces légumes. Par contre, il y a la pollution atmosphérique qui peut être un problème. Les suies provenant de la combustion des moteurs à diesel, par exemple, peuvent se déposer sur les légumes. Ces substances-là sont assez grosses. Ce sont des macromolécules qui ne sont que peu absorbées par les plantes. Donc, un lavage, un frottage et un lavage, un brossage fait le travail. Par contre, lorsqu'on cultive en pleine terre, dans des sols qui sont contaminés, où il y a des métaux lourds, les légumes racines sont très efficaces pour puiser le plomb, le cadmium, l'arsenic. Alors, les carottes, les pommes de terre qui sont cultivées dans des zones industrialisées ou qui étaient anciennement industrialisées peuvent contenir des métaux lourds. Alors, la solution, c'est qu'il faut les cultiver hors sol, dans des terreaux neufs, et bien les laver. Et on doit régulièrement apporter de la matière organique, du compost, peut-être même éventuellement changer le terreau de certains contenants après 5 ou 6 ans pour éviter ce genre de problème-là. Sur la métropoline, il sera donc possible, vous allez voir une vue en coupe, il sera donc possible, alors vous voyez très bien que les voitures sont enfouies, les voies de circulation sont enfouies. Essentiel de conserver les voitures en place. De toute façon, d'ici quelques décennies, il y aura probablement encore des voitures. Elles seront probablement en grande partie électriques ou fonctionnant à l'hydrogène ou d'autres méthodes moins polluantes, d'autres types de moteurs moins polluants, qui fonctionnent avec des énergies renouvelables. Mais c'est l'accès principal pour avoir accès à Montréal en cas d'urgence. Alors, par exemple, si l'armée doit se rendre à Montréal, l'armée canadienne doit passer par l'autoroute 40, c'est l'accès principal. Et pour évacuer Montréal, c'est un cataclysme. Imaginons une tempête spectaculaire, un ouragan, peu importe, on va emprunter l'autoroute 40 en premier lieu. C'est un accès primordial pour la ville de Montréal. Donc, on enfoue tout simplement les voies d'accès, les voies d'accès aux voitures. Et on garde d'un côté un accès pour les véhicules de livraison, les autobus, tramways peut-être éventuellement. Un côté, et l'autre côté est converti en parc. Et évidemment, le dessous du tablier devient un immense potager verger. Et le dessous aussi sert donc à la culture de champignons, d'algues et de plantes. Et au centre, vous voyez aussi qu'on peut faire la gestion des déchets, compostage, recyclage, atomisation des substances organiques pour en faire du compost, et triage des substances pour le recyclage et la récupération et la réutilisation, même parfois sur le site. Alors, vous avez donc un système ici qui permet le passage des véhicules, le transit des gens, la pratique de loisirs, de sport, qui permet l'intégration aussi d'activités culturelles, des cours, des ateliers, des expositions, des spectacles, et qui permet principalement la production de nourriture. Et ce qui m'apparaît essentiel, en fait, c'est ce que notre équipe a déterminé, ce qui nous apparaît essentiel, c'est que cette métropoline, c'est le nom qu'on lui a donné,
devienne un lieu de rassemblement. Non seulement les citoyens s'y rassembleront pour pratiquer des loisirs, pour aller se détendre, pour cultiver des légumes, mais aussi pour échanger, pour manger, pour discuter. Alors, il y aura sur la métropoline, vous voyez le plan ici à vol d'oiseau, donc la portion qui est près du boulevard Pineuf est ici, la portion qui est près du boulevard Saint-Laurent est ici, et sur ces 3 km, vous avez donc des cafés, quelques restaurants où on prépare, on transforme les produits récoltés sur place. Vous avez également des agoras, des bancs, des lieux publics, des placettes, et vous avez au centre un marché, immense marché, dans lequel donc on transforme et on vend tous les produits qui sont générés par la métropoline, tous les produits comestibles. On a également sur ce site-là, je vais vous montrer une illustration du fameux marché. Donc vous avez également sur les toits du marché, les serres, et alentour du marché également, vergers et autres plantations de végétaux comestibles. Alors on voit très bien donc la métropoline qui est ici, complètement végétalisée, avec cette voie piétonnière et cyclistes et cyclables et le tramway, et les accès donc vers le marché. Alors évidemment, ce n'est pas, à notre avis, une façon de devenir complètement autosuffisant, de nourrir tous les Montréalais. C'est impensable sur un espace si petit. Mais on peut quand même arriver à diminuer notre dépendance aux formes d'agriculture industrielle actuelle. Et on peut aussi de cette... Le métro, oui, c'est dans la zone où est-ce qu'il y a le métro avec le souterrain et tout ça, ou on y va bien profond? En fait, toutes ces considérations-là sont... évidemment, il y a la station Crémazie qui n'est pas très loin de là. Le métro doit passer en quelque part sous la superstructure, il n'y a pas de doute. Ça, ce sont toutes des considérations pour lesquelles je n'ai aucune spécialité. Mais, évidemment, il va falloir se pencher sur ces questions-là. Il va falloir que les ingénieurs, les spécialistes se penchent sur ces questions-là. Il n'y a aucun doute là-dessus, évidemment. On serait évidemment très mal pris s'il fallait que le métro passe exactement à la hauteur. On veut enfouir. Et vous avez remarqué comme moi que la station Crémazie est très, très, très profonde. Là. Il y a bien des escaliers à descendre avant d'y arriver. Là. Alors, probablement qu'on va y arriver. Oui, allez-y. On sait bien qu'il y a des changements climatiques et on a des longs hivers et des courtes printemps. Je vois que ce projet, c'est partout du printemps. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour le changement climatique pour l'hiver? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui s'est inclus dans votre projet? Bon, alors évidemment, on ne peut pas vraiment présumer de ce qui va arriver exactement. Les changements climatiques, c'est probablement la chose la plus complexe à prévoir, et même les meilleurs modèles mathématiques et informatiques n'arrivent pas à nous donner l'heure juste. Prédire le futur, c'est tout un job. Même Nostradamus lui-même, il se trompait. Alors, ce que je veux vous dire, par contre, là-dessus, c'est qu'effectivement, une chose dont on est sûr, c'est qu'il va se passer des choses. Il va y avoir des changements. De quelle ordre sont-ils? On n'en sait trop rien, au Québec en tout cas. Cependant, dans notre cas, il y a deux choses sur lesquelles je tiens à mettre l'accent. La première, c'est que les activités d'hiver vont pouvoir être pratiquées sur la métropoline grâce à un système assez simple, c'est le principe de Pelletier. C'est un système où il y a des gens qui font leurs études en ingénierie, là, ici, là, j'imagine. Alors, vous connaissez peut-être le principe de Pelletier. Vous avez un superconducteur qui permet d'augmenter la chaleur. D'un côté du superconducteur, vous avez une augmentation de chaleur importante, et de l'autre côté, une portion qui est très, très froide. Alors, vous pouvez, avec cette portion qui est froide, geler la patinoire pendant une très longue période. Évidemment, à Montréal, c'est devenu tout un défi de tenir une patinoire en bon état. J'en sais quelque chose. Je fais moi-même une patinoire, j'ai arrêté depuis 2 hivers, je trouve ça trop complexe. Alors, avec ce système de Pelletier, on pourrait arriver donc à chauffer les bâtiments, mais à générer assez de froid aussi pour maintenir une patinoire d'un bout à l'autre, sur les 3 km, sur la piste cyclable. On pourrait faire l'inverse aussi, avoir une piste cyclable qui est chauffée toute l'année, permettre le déplacement des vélos. Alors, ou les deux à la fois, pourquoi pas. Ça, c'est une chose. La deuxième, évidemment, c'est que le jardin a été conçu non seulement pour être un potager, mais pour être aussi esthétique. Donc, il va y avoir toutes sortes de plantes qui vont être belles l'hiver,
des graminées, des arbustes fruitiers, alors toutes sortes de plantes qui vont attirer aussi des oiseaux durant l'hiver. Et il sera fort intéressant de recouvrir certaines cultures avec des agrotextiles, peut-être même de chauffer le sol à certains endroits pour permettre une culture plus prolongée. On va avoir des serres, évidemment, je vous l'ai montré sur le marché, mais il y aura sur le tablier de la métropoline, donc certaines cultures qui pourront être faites presque à l'année avec des mini-serres, avec des agrotextiles, avec toutes sortes de technologies, des paillis. Alors, par exemple, il y a beaucoup de plantes qui résistent bien à nos hivers, qui peuvent être récoltées jusqu'en janvier. On parle des choux, les bok choy, les kales. Les poireaux aussi. Le poireau n'est pas une plante annuelle, c'est une plante vivace. Si vous le laissez en place, il va revenir au printemps. Alors, les carottes également peuvent être récoltées jusqu'en janvier. Donc, toutes sortes de techniques pour prolonger la saison et bénéficier peut-être d'un réchauffement du climat de cette façon. D'autres questions? Oui? Je me demande seulement, qu'est-ce qu'il y a à la place du marché et des vergers et ses entours en ce moment même? Actuellement, c'est le site qui est situé juste à côté de la Tohu. Alors, sur le plan, vous voyez que la Tohu a un cercle, la Tohu est là. Et je crois que c'est le Canadian Tire qui est là, actuellement. Mais il y a des terrains vagues aussi, il y a le centre. Excusez-moi, il n'y a pas juste le Canadian Tire, il y a le centre de recyclage et de tri, en fait, qui est situé là. Et évidemment, il faudrait requalifier tout cet espace-là. Mais ce serait, à mon avis, fort sympathique d'installer ce marché à côté de l'atelier, à côté de ce pôle qu'on a tenté d'installer avec l'atelier. Voilà. On va prendre une dernière. Oui, ici, comme vous avez déjà posé une question, est-ce que quelqu'un qui n'a pas posé de question voudrait en poser une? Sinon, je vous écoute. Ouais, allez-y. Alors, le projet il est quand même très ambitieux et indépendant. Est-ce que vous voyez des technologies qui existent déjà en fait, qui pourraient répondre justement aux besoins ou des systèmes à l'imagination? Est-ce que vous pouvez faire des mains ou est-ce que vous voyez des technologies qui restent encore à être développées pour les systèmes de production, l'économie circulaire, etc., la ferme verticale? Le projet que nous suggérons, c'est très intéressant que vous vous demandez. Le projet que nous proposons, en fait, est basé sur des technologies très simples. C'est low-tech, cette affaire-là. En fait, c'est basé sur ce que la nature fait de mieux, là, du sol, des micro-organismes et des plantes, avec du soleil. Évidemment, sous le tablier, ça demande certaines autres technologies, mais qui sont à peu près maîtrisées actuellement. Donc, des éclairages d'ailes pour les plantes, des systèmes hydroponiques, aquaponiques. Il peut y avoir de la culture en pleine terre aussi, même si on est sous le tablier. Mais sur le tablier, tout ce qui se fera là exige, en fait, des intrants, des matériaux que nous possédons très bien, que nous utilisons régulièrement en horticulture et en agriculture actuellement. Alors, la culture des plantes avec un minimum d'infrastructure, un minimum de technologie comme ça demeure encore ce qui est le plus productif. Là. On arrive à des sommets de productivité avec de la terre et du bon vieux compost, puis des plants de tomates et évidemment beaucoup de légumes bien adaptés à notre climat aussi. Hein. Je parlais des kales, des choux. On arrive à des productivités qui sont assez spectaculaires. Ce qui fait que c'est moins productif, c'est parce que l'hydroponique, par exemple, à l'intérieur, c'est que ça se fait sur une période de 200-240 jours seulement. Alors qu'à l'intérieur, on peut le faire 365 jours par année, ce qui augmente la productivité. On a récupéré une vieille voie ferrée et on y a créé un jardin, un parc. Et d'ailleurs, c'est l'endroit le plus visité, l'endroit culturel le plus visité à New York. C'est fou, là. La High Line est plus visitée que la Statue de la Liberté, que l'Empire State Building et que le Metropolitan Museum of Art. C'est absolument effarant. Je crois que c'est rendu à 7 millions de personnes qui passent là chaque année. Alors, vous créez donc une attraction touristique importante, mais également vous revitalisez des quartiers. Vous changez complètement la face des quartiers. Saint-Michel, Parc Extension, Saint-Léonard, qui sont à Montréal-Nord, qui sont situés près de cette métropole. Alors, c'est ce qu'on a vu avec la High Line. Les quartiers Soho, Tribeca ont complètement changé
pour les quartiers qui étaient plutôt glauques, pas très développés. Alors, beaucoup de familles reviennent, les écoles renaissent, les quartiers aussi deviennent un peu plus jolis, les gens fleurissent davantage, ça incite les gens, ça fait boule de neige, hein, les gens veulent fleurir, veulent végétaliser un peu comme ils le voient sur l'Highline. Et vous avez également aussi une profession de commerce, d'entreprises qui viennent s'établir dans le quartier. Alors donc, ça aura un impact, à mon avis, important sur le quartier. C'est une façon, à notre avis, donc, de revitaliser les quartiers et de permettre aussi d'avoir une mainmise sur leur nourriture, de s'impliquer donc dans la culture, dans la production de leur propre nourriture. Alors, vous voyez tous les bienfaits que pourrait avoir un projet semblable. Et peu importe de quelle façon vous intégrez des végétaux à un projet. Alors, je travaille notamment présentement à la végétalisation d'édifices, de tours d'habitation. Un très gros projet situé près d'ici. Et je fais des calculs, là, et c'est étonnant tout ce qui peut survenir. On l'a vu évidemment par le passé, par de nombreuses études scientifiques, par de l'observation, des analyses, tous les effets que ça a, et on n'a qu'à faire des projections, c'est fascinant. Alors là, vous avez donc baisse de la criminalité, augmentation du bien-être, baisse du rythme cardiaque des gens, moins de services les gens ont moins recours aux services de santé. On peut imaginer que lorsqu'il y a beaucoup de végétaux dans un environnement, les habitants de ce quartier-là vont aller moins à l'hôpital. Alors, ils vont dépenser 30-40 $ de moins par année en soins hospitaliers. En fait, c'est le gouvernement qui va payer qui va avoir moins de frais à payer. Et vous avez donc augmentation du nombre de commerces, augmentation, l'économie roule davantage, les gens paient davantage pour un même produit s'il est situé dans un commerce qui est végétalien. Certaines études l'ont démontré aussi. Alors, vous mettez des végétaux dans un commerce, ou alentour d'un commerce, vous attirez davantage de gens. Alors, vous voyez tous les bienfaits que ça a. Alors, peu importe de quelle façon les végétaux sont intégrés au projet, ça change complètement la donne. Complètement. Tant au point de vue économique, au point de vue psychologique, évidemment social et psychologique, qu'au point de vue de la je dirais, architectural ou structural, vous allez aussi protéger les bâtiments avec les végétaux. Vous augmentez la durabilité dans le temps de certains immeubles, de certaines structures. Alors, un toit, par exemple, qui est couvert de terre et de plantes, va durer 2 fois plus longtemps. Alors, les membranes élastomables ne devront pas être changées après 25 ans, mais plutôt après 50 ou 60 ans. Il y a des effets, évidemment, négatifs aussi à la présence des végétaux d'une ferme en plein cœur d'une ville. Évidemment, ça peut générer certaines odeurs parfois. S'il y a des animaux, évidemment, vous imaginez la présence des animaux dans une ville, ce que ça peut créer. Il peut y avoir aussi des problèmes quant à la réglementation. Les lois interdisent notamment l'implantation de végétaux trop hauts sur les toits, sur les structures. Alors, il y a certains obstacles. Et disons que le nombre d'aspects positifs est supérieur, est nettement supérieur. Et ça a donc tout un éventail, un arc-en-ciel d'avantages d'avoir de la végétation dans un projet. Voilà, donc j'espère que ma proposition, ma petite conférence de cet après-midi vous a inspiré. J'espère que ça vous permettra peut-être justement de penser davantage à la végétation dans tous vos projets futurs. Alors voilà, écoutez, si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Merci encore pour votre invitation, M. Merci pour le pouvoir des végétaux. On a oublié ça. Vive les plantes! Très important. Je suis sûr qu'il y a des questions, Oui, des commentaires. Allez-y. Oui, des commentaires ou des questions. Je vous écoute. Oui, allez-y. Alors, tout à l'heure, vous parliez de la Highline à New York. Donc, juste aux alentours, on voit des vidéos qui sont quand même très beaux, ils ont l'air vraiment très huppés, ça a l'air très très cher surtout. Et on parlait de parquet justement qui a de la portion qui nous intéresse, aussi vous avez un petit peu pensé à la gentrification qui est provisoire, des familles qui auraient fait déménager parce que justement la vie. Est-ce que c'est quelque chose qui a été C'est un aspect négatif, évidemment,
de ce genre de projet-là, lorsqu'on intègre de la végétation, on associe souvent ça à un phénomène de gentrification. Puis effectivement, ça peut provoquer l'exode de certaines personnes qui sont moins nantis. Dans notre cas, ce qu'on espère, on s'est posé la question, ce qu'on espère, c'est que le fait que les citoyens soient impliqués dans le projet, qu'ils deviennent des agriculteurs eux-mêmes, qu'ils gèrent certaines des entreprises, ça pourra permettre de garder sur place une bonne partie de la population. Ce ne sera pas parfait. Il est à peu près certain qu'il y a un certain exode qui va se faire, léger, et aussi une arrivée de nouvelles familles, de nouvelles personnes. Mais le cœur de notre projet réside sur le fait que la population locale sera impliquée dans cette ferme, dans cet immense potager-verger que deviendra la métropole. Et ça nous apparaît important que tout le long du processus, les citoyens soient au cœur de ce projet. Il y a sûrement aussi d'autres méthodes pour y arriver, notamment par le biais de formation, de cours, alors en créant toutes sortes d'activités aussi où les gens s'éduquent, parfont aussi leur connaissance sur la nature, sur la biologie. Ça pourra aussi permettre de retenir davantage de gens. Je pense que ce projet-là permet à la société d'avancer, d'évoluer. Il y a un grand manque actuellement de connaissances sur la nature. La plupart des êtres humains que je côtoie actuellement n'ont pas beaucoup de connaissances sur la nature. Nous sommes très peu en fait, tout le monde s'intéresse à la nature. Tout le monde, ou à peu près, ressent le besoin d'être, parce que je pense que c'est notre fondement, on est des êtres biophiliques, les êtres humains, on a besoin de la nature. Je pense que tous les gens ont ce désir d'avoir un certain contact avec la nature. Il y a un grand manque de connaissances sur la nature. Comment fonctionne la nature? Alors je pense que le projet dont je viens de vous parler permettra aux gens de refaire une connexion avec la nature. Alors voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Mais vous aviez posé une question dès le départ, je vous écoute. Je voulais savoir comment un projet comme ça c'est financé, comment ça serait exploité, c'est une coop, c'est la ville. Alors écoutez, je travaille en ce moment à justement rencontrer des élus de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec aussi, parce que cette structure-là appartient au ministère des Transports du Québec. Donc, je discute avec eux. Je pense qu'il faut d'abord que les gouvernements s'impliquent. C'est un projet de plusieurs milliards. On s'entend que d'enfouir. Le Big Dig, par exemple, à Boston, a coûté 14 milliards. Pour vous donner une idée. Je ne pense pas qu'on est dans cet ordre de prix-là, mais on parle de plusieurs centaines de millions, voire des milliards de dollars. Et comme je ne suis pas moi-même architecte ou ingénieur, je ne peux pas vous chiffrer exactement. Je pense qu'il faut que les gouvernements montréalais et québécois soient impliqués, potentiellement canadiens aussi, ça m'apparaît essentiel. Et je pense aussi que on pourrait impliquer évidemment certains groupes citoyens, certaines organisations citoyennes, ça va de soi, mais pas pour le financement. Peut-être qu'il peut y avoir aussi une campagne de financement social, un peu comme on le fait avec la Highline. Avec la Highline, beaucoup de citoyens se sont impliqués, il y a eu des grands donateurs aussi pour ce projet-là. C'est un projet tellement enthousiasmant qui risque de rassembler tellement de gens. On n'en a pas de projet rassembleur actuellement au Québec, ou très peu. Alors, en voilà un. C'est du bonbon, là. Tout le monde veut être chum avec les gens qui travaillent là-dessus. Là. Tout le monde veut faire partie de ça. Là. Enfin, il y a peut-être quelques rabat-joie qui vont dire « Ah, ils ont encore des projets fatigants. » Mais en général, c'est un projet qui va enthousiasmer les gens. Alors, une campagne de sociofinancement m'apparaît essentielle. Les divers paliers du gouvernement doivent s'impliquer aussi. Bon, certaines entreprises aussi deviendront peut-être locataires de certains espaces ou achèteront des espaces ou en tout cas investiront. Alors, imaginons une entreprise qui fait de la culture de champignons sous le pavillon métropolitain. Ben, il pourrait y avoir aussi de l'argent qui rentre de cette façon-là. Évidemment, la vente de tous les légumes va générer aussi de l'argent. Mais c'est un projet d'infrastructure publique, alors il faut nécessairement que les gouvernements soient impliqués. Bon, d'autres questions? Oui, allez-y. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que vous allez pouvoir sauver une partie du gaspillage alimentaire qui est produit actuellement. Est-ce que vous avez une estimation du volume que vous allez pouvoir... Écoutez, imaginons qu'on produit 2 millions de fruits, 2 millions de pommes là, par année. Hein, de pommes, de poires et de prunes par année.
Si vous avez, actuellement, on est à 45% de gaspillage. Mettons-le à 80%. Hein, on gaspille seulement 20%. Puis encore, on peut mettre en place un système de détournement des produits qui sont périmés. Là. Puis en faire, avec cette biomasse-là, faire autre chose. Là. On peut encore valoriser ça. Mais mettons-le à 80%, ce qui est très conservateur. Ben, vous venez de récupérer une sacrée partie de tous vos 2 millions de fruits. Là. Alors, imaginez la quantité de fruits que. Alors, 2 millions fois 80%, là, ça donne. Il y a quelqu'un qui est bon en calcul mental, 1,75, 1,8, quelque chose comme ça. 1,6, voilà. Alors, voilà. Et il y a moyen aussi, avec une organisation citoyenne, d'instaurer un programme de récupération de tout ce qui risque d'être gaspillé dans le marché sur la ferme. Alors, vous avez notamment, c'est un jeune homme de Calgary, je crois, qui a lancé cette organisation-là avec un organisme qui s'appelle, c'est bête, j'oublie le nom. Il y a ça à Valencia, c'est aussi un mouvement citoyen de donner un droit aux citoyens de prendre tout le gaspillage des champs. C'est très populaire. Et ça, exactement, c'était une deuxième récolte. Voilà.